Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour et tous mes meilleurs voeux, Moi même aussi. si cette année commence sous un jour un peu bizarre. Oui, on se la souhaite un peu meilleure, évidemment. Exactement, on espère que le cours et que les choses vont s'améliorer, en tout cas qu'elle finira mieux que la précédente. Bon, on a, sujet important, on a cette semaine comme l'arrivée des experts de l'OMS en Chine. Il y a du monde qui attend ça quand même pour enquêter sur l'origine du virus. Et donc tout ça commence après-demain. Tout ça commencera jeudi. Enquête qui s'annonce très compliquée, déjà parce qu'ils n'auront que 3 semaines sur place, et parce qu'on a bien compris qu'il y aurait une surveillance étroite de la part de Pékin. Oui, donc il y a plusieurs... D'abord, il y a une vraie raison d'être à cette mission, puisqu'il est indispensable d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Enfin, sur le marché de Wuhan, un an après, je vois pas sur le marché ou dans les environs du marché, en tout cas d'essayer de connaître l'origine de ce virus. Je rappelle que ce soit le SARS, le MERS, enfin tous ces coronavirus sont tous partis de Chine dans les dernières décennies, comme d'ailleurs dans le passé beaucoup des grandes épidémies qui ont dévasté la planète. Donc il y a une vraie raison d'être à cette mission. Et il y a une vraie réticence de la Chine. Ouais. Donc la première difficulté, comme vous l'avez dit, c'est le temps, puisqu'on doit enquêter. Vraisemblablement, cette épidémie a démarré à la fin de l'été 2019. Et cette mission n'arrive qu'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de temps après. Et par ailleurs, il est clair que les capacités d'investigation de cette mission vont être strictement encadrées. Même le directeur général de l'OMS, qui est donc un Éthiopien qui est très proche de la Chine, a finalement protesté contre les multiples obstacles qui étaient mis à la Chine à l'arrivée de ces experts. Donc Pékin va tout faire pour entraver cette enquête, se dédouaner, on le comprend, c'est ça d'ailleurs, se dédouaner de toute responsabilité dans l'apparition du virus. D'ailleurs, la Chine qui est en train de nous vendre cette théorie comme quoi l'épidémie aurait été introduite en Chine. Donc on se dit saura-t-on vraiment un jour quelle est l'origine du coronavirus? Alors, on finira sans doute par le savoir dans bien des années, oui. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir qu'on tienne compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire un peu comme l'ont fait la Corée du Sud ou Taïwan, qui, à l'expérience et à la lumière des crises passées, dès le 31 décembre 2019, ont pris des premières mesures précisément parce qu'ils ont anticipé la capacité de mensonge et d'occultation des autorités chinoises. Et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un signal d'avertissement sans frais qui est donné aux autres pays. C'est-à-dire que nul ne peut faire confiance aux autorités de Pékin sur ce genre d'informations. Ouais. Et il faudra évidemment en tenir compte à l'avenir. Ouais. Sachant que l'épidémie, on l'a dit, a trouvé son épicentre là-bas, en Chine, et pourtant la Chine redémarre avant tout le monde, en premier, et semble même renforcer dans cette crise sanitaire, notamment d'un point de vue économique. Pas eu de récession chez eux, plus 2% l'an dernier de croissance, plus 10 attendu cette année. La vie semble avoir repris son cours, oui, notamment, alors qu'on a, nous, cette deuxième vague, la troisième vague en Europe, aux États-Unis. C'est quand même paradoxal et terrible. Oui, alors il y a un effet effectivement paradoxal, c'est que le système total capitaliste chinois a réagi très vite et très fort sur le sanitaire et sur la relance en remettant tout le monde au travail. Donc aujourd'hui, le trafic aérien intérieur, par exemple, chinois est à 95% de sa capacité. On est quoi? On est à 30-40% en Europe on est à 70%. 70% de baisse de chute et donc 30% de trafic. Voilà. 30 contre 95%. Ouais, ça calme. Et quand on prend beaucoup et effectivement, comme vous l'avez dit, même si on peut interroger un peu les statistiques chinoises, mais il est vrai que la Chine fait partie des très rares, puisqu'on a 20 pays sur les 200 que compte le monde qui ne sont pas en récession cette année. La Chine en fait partie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays-là? Ces 20 pays qui ne sont pas en récession. Alors, ils ont en commun souvent d'être en Asie, d'avoir pris des mesures sanitaires extrêmement rapides, extrêmement au détriment fortes. Des libertés, entre guillemets, de manière très coercitive? Pas forcément, parce que quand on regarde un pays... là encore, Taïwan, la Corée du Sud n'ont pas pris ont réussi à avoir des politiques sanitaires extrêmement efficaces dans un strict cadre de l'état de droit. Il faut le rappeler. Singapour est beaucoup plus autoritaire, mais pour ce qui est de la Corée du Sud ou de Taïwan... Alors ils ont fait comment ?
Quel était le secret pour le coup? Alors, anticipation, comme on l'a dit. La deuxième chose, un État qui a réagi extrêmement vite, la mobilisation de l'industrie, la mobilisation du numérique et l'appel au civisme de la population. Et donc il nous a manqué tout ça, nous. Et il nous a manqué tout ça. Alors la France est malheureusement un cas pathologique, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, donc on a raté les masques, les tests, le déconfinement, les vaccins, ça finit par faire beaucoup. Ouais, on parlera de la France après. Sur la Chine encore. Voilà. La Chine donc, qui sort économiquement renforcée, mais même si son image, peut-être, sera durablement altérée ou dégradée. En tout cas, son image s'est détériorée. Ça, c'est une réalité dans le reste du monde. Alors, il y a à la fois l'épidémie, et puis il y a le fait que, ce que vous avez rappelé, par exemple, avec la fable de l'introduction du virus depuis l'étranger, par ailleurs, 2020 Ils y croient, les Chinois, a été une année de raidissement très fort de la diplomatie chinoise. Je rappelle la reprise en main de Hong Kong, les menaces directes sur Taïwan, la poursuite de l'annexion de la mer de Chine du Sud, les incidents armés avec l'Inde, la colonisation du Bhoutan et le matraquage de l'Australie qui avait eu le malheur de demander une enquête indépendante. Le matraquage de l'Australie, c'est-à-dire... Ah oui, maintenant, quand on reçoit des fonds chinois, on n'a plus le droit de critiquer le pouvoir, c'est ça, hein? Exactement. Donc l'Australie a été sanctionnée très fortement sur ses exportations de charbon, de biens agricoles, de bœuf et l'Australie fait 40% de ses exportations avec la Chine. Pourquoi ce raidissement idéologique de Pékin ? Je pense que c'est précisément la conséquence quand même du fait qu'au départ, on a une erreur terrible du régime face à l'épidémie et que... Dans la volonté de l'avoir caché. Voilà, et que du coup, ce régime a réagi aux capacités de mise en cause par une extrême agressivité. L'autre chose, c'est que les Chinois sont... rationnels et qu'ils ont bien vu que les États-Unis connaissent un Pearl Harbor sanitaire, l'Europe est en très grande difficulté et que la Chine a aussi décidé de profiter à fond du trou d'air de l'Occident. Pour les Chinois, il faut être très clair, l'Occident aligne et les États-Unis ont aligné une suite de désastres. Donc on a montré depuis 2001 l'incapacité à réagir au terrorisme et on a enchaîné les guerres perdues. Afghanistan, Irak, Syrie, Libye qui est un désastre stratégique et maintenant Sahel qui nous intéresse directement. Deuxièmement, on a montré qu'on n'était plus capable de gérer le capitalisme. 2008, c'est une crise américaine. Et l'économie mondiale a été sauvée largement par la Chine à ce moment-là, il faut le reconnaître. Maintenant, normalement, nous avions les systèmes de santé les plus sûrs du monde. Je rappelle que les États-Unis investissent 17% du PIB dans la santé, tout ça pour se retrouver avec 380 000 morts. Alors, les Chinois expliquent qu'ils en ont eu 4 700. C'est sans doute faux, mais même si on met un rapport de 1 à 10, ils sont 1,4 milliard. Et mettons qu'il y a eu 40 000 morts. Côté des États-Unis, on a quand même 332 millions d'Américains et on a perdu plus d'un Américain sur 1000 dans cette épidémie. Et maintenant, ils font la même chose sur l'environnement en disant, écoutez, on va être... vertueux. À horizon non. Enfin, il y a un vrai objectif. On sera neutre en carbone en 2060. En 2060. Voilà. Mais derrière, il y a une vraie stratégie là encore. C'est-à-dire que maintenant... Là, on ne peut que les soutenir là-dessus, de décarboner leur économie à horizon 2060. Absolument. Mais et derrière, simplement, les décisions suivent et ils ont décidé un énorme investissement sur le solaire, dont ils pensent qu'il est bien supérieur à l'éolien, et ils comptent sur le solaire et le nucléaire pour remplacer le charbon. Le charbon. Est-ce que la Chine, justement, avec son capitalisme, comment vous l'appelez ? Total capitalisme. Total capitalisme, voilà, certains diront capitalisme sauvage sur fond de dictature, c'est quand même quelque chose d'assez hybride. Est-ce que ça constitue aujourd'hui plus que jamais une menace, notamment pour nos libertés politiques ? Alors la réponse est oui, puisque très clairement, lors du 19e congrès du Parti communiste, Xi Jinping a annoncé très, très nettement la volonté de la Chine de prendre le leadership du monde à l'horizon de 2049, qui sera donc le centenaire de la révolution chinoise et de la création de la Chine populaire. Alors, et derrière, on a une stratégie qui est une stratégie extrêmement cohérente, puisqu'on a renforcement du pouvoir du Parti communiste à l'intérieur, la construction de cette grande muraille maritime pour se protéger des États-Unis, repousser les États-Unis sur la côte est du Pacifique, et surtout une manœuvre d'encerclement de l'Occident
par les émergents, avec les nouvelles routes de la soie ou avec la diplomatie sanitaire et avec l'exportation de ce modèle en Afrique, dans toute une partie de l'Asie également. Donc, j'allais dire, la stratégie chinoise, elle est parfaitement en place, elle est connue. Le problème aujourd'hui, donc, elle n'a pas encore gagné. Et la Chine a beaucoup de talons d'Achille. Le fait qu'elle se referme, elle est moins solide que ce qu'elle... Elle est moins solide que ce qu'elle laisse à penser aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs la crispation intérieure avec la reprise en main de Hong Kong très dure, avec les opposants, avec, on l'a vu sur Wuhan, l'emprisonnement de la journaliste qui avait couvert le confinement à Wuhan, avec l'arrestation de tous les libéraux de Hong Kong. Donc c'est un pouvoir qui se sait fragile. Mais en quoi est-ce qu'il l'est réellement? En quoi est-ce que le modèle économique il est réellement déjà fragile? Pour une raison, c'est que la Chine, c'est 1,4 milliard d'hommes, c'est à peu près 200 ethnies, c'est encore 700 millions de gens qui sont pauvres. Il ne faut jamais oublier que le revenu d'un Chinois moyen, c'est 11 000 dollars par an, ce qui veut dire que c'est 900 dollars par mois. Ouais. C'est le pays où les inégalités sont les plus fortes, mais là où les Chinois sont intéressants, et là où il y a quand même des leçons à prendre, c'est que précisément, ils tiennent compte de tout ça. Et donc, aujourd'hui, ils investissent par exemple 700 milliards de dollars depuis 5 ans pour réduire la pauvreté dans les campagnes. Ils investissent dans la santé, ils investissent dans l'éducation, ils investissent dans l'environnement. Et le Parti communiste, pourquoi est-ce qu'il y a la reprise en main d'Alibaba? Évidemment, il y a une dimension de pouvoir. Et Jack Ma a certainement été considéré comme étant allé... ayant cédé à la démesure et critiquant les autorités qui l'ont rendu très riche. Et donc, il est sanctionné pour ça. Mais les Chinois ont bien compris que l'accélération des technologies avec cette épidémie est incroyable et que la technologie crée des inégalités encore bien pires. Ouais. Et donc, à travers la pression de l'antitrust sur Alibaba, c'est aussi le message. Alibaba, c'est... le e-commerce, c'est 30% de la consommation chinoise. Alibaba en fait la moitié. Ah, ça. Donc ça veut dire que Alibaba, c'est 15% de la consommation chinoise. Et le message à Alibaba, c'est... On vous met au pas. Il va falloir que vous rendiez... Du pouvoir d'achat. Vous rendez du pouvoir d'achat aux consommateurs chinois parce que d'abord, politiquement, ça nous arrange, mais ensuite parce que, également, on ne peut pas laisser... ce clivage technologique, avoir un énorme fossé qui se creuse entre ceux qui sont dans la bulle technologique et qui s'enrichissent, et pas seulement les patrons, mais tout le système. On ne peut que donner raison au pouvoir chinois là-dessus. Et cette démarche, elle est tout à fait juste et intéressante, et c'est là où je dis qu'on a des leçons à en tirer. Et en même temps, vous dites que le modèle économique est plus fragile, encore une fois, et moins solide que ne laisse à penser ses succès chinois en 2020. Il y a les inégalités parce qu'il y a deux grands mouvements, j'allais dire historiques, qui interrogent. C'est quand même la fermeture, c'est maintenant la Chine aux Chinois. Et la deuxième évolution, c'est le renforcement du contrôle du Parti communiste sur les universités, sur la recherche, sur les entreprises et sur les entrepreneurs. Donc est-ce que dans l'économie du 21e siècle, qui est une économie de connaissance, d'innovation, est-ce que ça peut à long terme marcher? Il y a une vraie question. Cette mainmise si on fait un peu d'histoire, c'était le célèbre livre de Pomerantz sur la grande divergence entre l'Occident et la Chine au XVIIIe. C'est que l'Occident, avec le capitalisme et la démocratie, avec l'innovation, avec aussi l'ouverture impériale, même si elle est faite par la violence, l'Occident va connaître la révolution industrielle, et l'Europe notamment. Dans le même temps, la Chine se referme, la Chine se rigidifie sur son système de pouvoir. L'histoire peut bégayer. Et elle va, du coup, décliner jusqu'à être quasiment dépecée au XIXe siècle, ce qui est le reproche des Chinois aujourd'hui. Ouais. Donc, dans l'histoire, tous les systèmes qui se sont fermés, tous les systèmes où on a l'installation d'un pouvoir à vie complètement illimité, non concurrencé, ça ne s'est jamais bien terminé. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça le vrai défi de la Chine, parce que si la Chine fait ça, l'extraordinaire développement de la Chine depuis Deng Xiaoping s'explique aussi par le fait que
le pouvoir s'est beaucoup réformé, modifié, que le modèle économique a beaucoup évolué au cours de ces 30 prodigieuses. Aujourd'hui, si le pouvoir se ferme, se fige, si la société commence à se paralyser, si l'économie est mise sous contrôle, de fait, je pense que la Chine aura des difficultés, pas immédiates, mais à terme. Difficultés qu'ont aussi les démocraties aujourd'hui. Mais exactement, c'est là où c'est la fois juste les regarder eux et les pointer du doigt. Alors, nous aussi, on c'est doit l'autre intérêt de la grande divergence, c'est que si par exemple on prend l'espérance de vie, qui est un indicateur extrêmement important, l'année 2020, ça restera l'année où l'espérance de vie d'un Chinois est passée devant l'espérance de vie d'un Américain. Non, vraiment ? Les Américains ont perdu 3 ans d'espérance de vie avec les 345 000 morts en 2020. Oui, mais c'est biaisé sur l'année 2020. Alors, c'est l'année 2020, mais ce qui est intéressant, c'est que donc l'épidémie de Covid joue, mais que c'est la poursuite d'une tendance longue. C'est-à-dire que, premièrement, l'espérance de vie diminue aux États-Unis depuis 2010. Et deuxièmement, l'espérance de vie en bonne santé s'était déjà croisée en 2016. Donc c'est une évolution de long terme. On a d'un côté les progrès chinois parce que le Parti communiste chinois, avec tous ses défauts, a quand même l'idée de délivrer du progrès économique et social à la population. Et de l'autre côté, aux États-Unis, on a quand même ce paradoxe d'un pays qui est le plus riche du monde. Pour le coup, un Américain moyen, c'est 67 000 dollars par an. Contre 11 000. 17% du PIB investi dans la santé. Tout ça pour avoir l'obésité, les opioïdes, le diabète, et pourquoi les Chinois se overdoses. rebelleraient dans ce cas-là, puisque au final ils ont du progrès économique, social, sanitaire. Mais regardez ce qui s'est passé à Hong Kong, ailleurs, parce que simplement, fort heureusement, on n'achète pas simplement les hommes avec un taux de croissance et avec du revenu. Je pense que ce système est par ailleurs, ce qu'on voit avec les Ouïghours, avec les minorités, mais même avec une partie de la classe moyenne chinoise, la manière dont le renforcement du contrôle sur la population, c'est-à-dire que fort heureusement, au cœur des hommes, il y a quand même l'aspiration à la dignité et à la liberté. Ouais. Et ça, je ne pense pas que le Parti communiste chinois le nie. On s'aperçoit à Hong Kong, y compris dans l'orbite chinoise, c'est pour ça que la réaction a été aussi forte, cette aspiration existe. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Chine est aussi dure avec Taïwan et renforce ses menaces. Mais si vous voulez, cette aspiration à la liberté, fort heureusement, elle existe partout et c'est la seule manière pour les hommes de s'accomplir véritablement. Et donc le combat entre démocratie et démocrature, c'est le combat du siècle. C'est le combat du siècle avec avec l'autre combat qui est le combat contre le fanatisme religieux. Et ce qui est intéressant, vous le voyez, et ça prolonge ce qu'on vient de dire, c'est que ce sont deux combats qui sont absolument idéologiques, qui se jouent sur les valeurs, et c'est ça qui va déterminer l'issue du siècle, plus que les taux de croissance. Maintenant, il va de soi que dans la riposte des démocraties, il faut évidemment qu'on refasse nos nations, ce qui suppose de lutter contre les inégalités, de lutter contre la pauvreté, d'investir beaucoup plus dans la santé, dans l'éducation, et deuxièmement, de reconstituer une alliance des démocraties qui ne soit pas uniquement centrée sur les États-Unis, une alliance des démocraties qui intègre ces démocraties asiatiques. Donc il faut que si vous voulez, le point de comparaison, c'est la première guerre froide avec l'Union soviétique. Kennan, qui avait dessiné la stratégie, avait exactement eu raison. Il avait dit qu'il ne fallait pas rechercher l'affrontement militaire, qu'il fallait garder une supériorité militaire et technologique pour éviter d'être attaqué, et qu'ensuite il fallait se battre sur les valeurs, générer du progrès économique et social, et que l'Union soviétique s'effondrerait de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une stratégie de cantonnement, de containment de la Chine, avec, évidemment, personne n'a intérêt à un affrontement militaire avec la Chine. En revanche, il ne faut surtout pas lui laisser prendre l'avantage, parce qu'elle a montré qu'elle n'hésitera pas aujourd'hui à s'en servir. Et il faut derrière, en revanche, on a un formidable travail à faire de reconstruction des démocraties, de reconstruction du capitalisme, et de reconstruction de nos nations. Et c'est ça le vrai programme. Parce que les Chinois ont raison sur la suite des désastres alignés par l'Occident depuis la chute de l'Union soviétique. Et donc dans cette question, qui dominera, encore une fois, le monde de l'après-Covid, parce qu'il y aura
tout ça, la question reste ouverte. Oui, mais c'est Raymond Aron qui disait, vous savez, les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et c'était en partie repris d'ailleurs de Marx, qui dit à peu près la même chose. Et c'est tout à fait juste. Donc aujourd'hui, les démocraties gardent de formidables ressources. Quand on regarde, si vous voulez, les États-Unis, le problème, ce n'est pas les richesses, c'est l'usage complètement déraisonnable et aberrant de ces richesses, en matière de prédation, de destruction de l'environnement, en matière d'inégalité. Et c'est invraisemblable qu'avec 17% du PIB des États-Unis, on ait 28 millions de gens qui n'aient aucune couverture maladie, ce qui est un risque évidemment majeur pour eux, mais qui est un risque pour les 300 autres millions d'Américains. Et les États-Unis ont évidemment toutes les ressources pour répondre à ce genre de problème. Mais il faut s'y attaquer. Et l'Europe, c'est peut-être la dernière chose, c'est que vous voyez que dans la rivalité de ces deux géants, chacun a ses valeurs et ses problèmes, mais il y a une conclusion claire pour les Européens, c'est qu'il faut cesser de dépendre de la Chine pour les biens essentiels et il faut cesser de dépendre des États-Unis pour notre sécurité et la défense de notre liberté. Donc il y a eu des signaux positifs, incontestablement, en 2020 là-dessus, avec le plan de relance, avec les premières sanctions contre la Turquie et la Biélorussie, avec... y compris d'ailleurs la manière dont on le souligne peu, mais les vaccins, c'est quand même une vraie réussite de l'Europe. Je rappelle qu'il n'y a pas de vaccin français. Ouais. On est quand même pas avant 2022, a priori. Oui, 21 ou 22, puisque Sanofi a raté sa campagne. Et ça nous dit quoi Pasteur, d'ailleurs, ça, quand même c'est évidemment un indicateur du déclassement français. Normalement, c'est vrai, ça on était les leaders mondiaux, normalement, avec Sanofi et Pasteur, et on n'est nulle part. Mais vous voyez, l'Europe qu'on accuse souvent, heureusement qu'il y a l'Europe et les Allemands avec lesquels souvent beaucoup de responsables sont peu amènes. Réfléchissons quand même 2 minutes, si BioNTech avait été français, est-ce que vraiment on aurait expliqué que la France devait être servie comme tous les autres pays européens, que la priorité c'était l'Europe, que les achats se faisaient par l'Europe et qu'on ne récupérait comme vaccin que ce à quoi nous donnait le droit notre poids dans la population européenne? Eh bien, la Commission, merci la Commission, grâce à eux, on a des vaccins BioNTech, Moderna et les autres, et puis on verra bien quand arrivera Sanofi, et merci les Allemands, les Anglais, les Américains, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de vaccin français, mais grâce à ça, nous disposons de vaccins à hauteur de notre poids dans la population européenne. Et maintenant, ce qui serait bien, puisqu'on en a, et on finit là-dessus. Ça serait puisqu'on en a, ça serait bien de les utiliser. Voilà, après un début chaotique, ça s'accélère, la campagne de vaccination s'accélère, 140 000 personnes vaccinées en date d'hier. Pour vous, c'est un fiasco, cette campagne de vaccination, cette gestion de crise du Covid. Ça révèle l'effondrement de l'État en France. Vous n'êtes pas un petit peu sévère? Peut-être que d'ici quelques semaines, on sera revenu dans la roue des autres. L'effet de répétition, là encore, c'est un peu comme c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Le problème, voilà, on n'a pas anticipé cette épidémie, on n'a tenu aucun compte de ce qui se passait en Chine, aucun compte de ce qui se passait en Italie. On n'est pas les seuls non plus. On a raté le déconfinement. On a raté les masques, on a raté les tests. Ça tâtonne un peu partout, Nicolas Babrez. Dans tous les pays du monde, ça tâtonne. Il y en a qui sont vraiment meilleurs. Ceux qui sont vraiment meilleurs sont très peu nombreux. Je suis le premier. Mais regardez par exemple des pays qui ont lourdement failli sur la gestion de l'épidémie, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, sont des pays qui essayent de se rattraper avec le vaccin. Vous l'avez rappelé, on a 140 000 personnes vaccinées, sauf que depuis la fin décembre, il arrive 520 000 vaccins par semaine. Donc si on dit qu'il faut garder, comme il y a 2 doses, ça veut dire qu'on peut vacciner 250 000. Voilà, 250 à 255 000 personnes par semaine. Pour l'instant, on est Donc ça ne va pas. Et derrière, si vous voulez, c'est là où il y a un problème de fond, c'est qu'on voit bien que, évidemment, il y a eu la stratégie du gouvernement et ils ne se sont pas occupés d'un plan de vaccination, ils ont cherché à faire de la communication pour les anti-vaccins. Donc, ils ont raté la logistique, mais derrière, c'est le problème de l'État, parce que quand on regarde ces dérives ou ces erreurs, c'est vraiment répété depuis des décennies, c'est-à-dire que nos dirigeants s'occupent de communication et plus du tout d'action. Que l'État... On a des décisions qui sont annoncées, mais il y a un mépris complet pour l'exécution. Personne ne s'occupe de la logistique. Ça n'intéresse personne. On a un État qui est entièrement sur le contrôle et qui n'est plus du tout dans la délivrance du service. Parce que vous voyez ce qui arrive sur les vaccins.
Ça arrive sur le système de santé. Ça fait des années que le système de santé se dégrade. Ça arrive sur l'éducation. Ça arrive sur la sécurité. Regardez l'état de la police alors que la délinquance explose. Donc tous les services publics sont en fait dans cet état-là. Et c'est pour ça que je crois que c'est là où il faut, de même qu'il doit y avoir une prise de conscience de l'Occident, il doit y avoir une vraie prise de conscience en France. Cette crise est la crise ultime d'un État qui est devenu obèse et impuissant. Et qui est aujourd'hui non seulement ne protège pas les citoyens, qui ne fonctionne que pour lui-même, c'est l'État pour l'État, et ce n'est pas l'État pour la France, ni l'État pour les Français. Et donc pour boucler la boucle, la réforme de l'État, c'est le plus gros échec, je le sais, vous l'avez écrit. Oui, mais ça doit être maintenant le thème majeur de l'élection présidentielle de 2022. Comment on ne pourra pas remettre la France d'aplomb, on ne peut pas la redresser sans réformer l'État. C'est vraiment la clé, comme ça l'a été régulièrement dans notre histoire. Donc maintenant, il faut vraiment essayer d'y réfléchir. Ça veut dire le faire maigrir? Non, ça ne se résume pas à ça. Non, ça ne se résume pas à ça, parce que Parce que vous dites en même temps qu'il faut plus d'argent pour la santé, pour l'éducation. Non, mais enfin, plus d'argent, mais il faut plus d'efficacité surtout. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, plus d'argent, je ne vois pas trop. Je rappelle que cette année, on va quand même être à 63% du PIB de dépenses publiques. Avant l'épidémie, on était déjà à 56%, ce qui est extravagant par rapport aux autres. Donc quand on explique que l'État manque de ressources, là encore, c'est faux. Simplement, c'est ce que je rappelais sur les États-Unis et la santé, ces ressources sont très très mal utilisées. Donc on ne peut pas mettre 56% du PIB avant épidémie dans des services publics avec l'effondrement de la santé, de l'éducation, de l'ordre public. Donc le problème des moyens doit être posé, mais d'abord le problème des fins, de l'organisation, et notamment le fait qu'il faut maintenant avoir une culture de l'exécution, de la délivrance du service aux citoyens. C'est-à-dire quoi, la culture de la délivrance du service? On finit là-dessus. Ça veut dire la qualité de l'éducation. Ça veut dire la qualité du service de santé. Et même s'il faut que le citoyen paye un peu plus, sinon c'est le système soviétique. Vous saviez, il y a une vieille blague en Union soviétique. Eux, ils font semblant de nous payer et nous, on fait semblant de travailler. Mais c'est la même chose là aujourd'hui. Donc, nous, on fait semblant de contribuer. Tout est soi-disant gratuit, mais le service n'existe pas. Et donc aujourd'hui, c'est vital. Quand on regarde, vous voyez, l'implosion des États-Unis, le principal critère, comme on l'a vu sur l'élection, c'est pas l'appartenance à une communauté, c'est le niveau d'éducation. Plus on est bas en éducation, plus on vote Trump, plus on est, quelle que soit la communauté, le métier, l'endroit sur le territoire. On vote Biden. Voilà. Et donc, c'est ça on voit à quel point c'est vital. Donc on ne peut pas continuer à avoir un système éducatif qui se délite complètement. On le voit dans les classements internationaux d'ailleurs. Voilà. Et la santé, même chose. La santé, on avait effectivement un des meilleurs systèmes de santé du monde. On a eu la vérité sur ce qui va aujourd'hui. C'est-à-dire, il est dans le meilleur des cas médiocre. Bon, et voilà. Ça, il faut vraiment s'y attaquer. Franchement, on a tous les moyens pour y arriver. Mais ça doit devenir une priorité politique. Une grande cause nationale, au-delà de la politique, si vous voulez. On verra si ça prend lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine, de 2022. On se reparlera d'ici là, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez bien. Absolument. Nicolas Bavrez, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Encore une fois, bonne année. Merci et tous mes voeux à vous tous. Merci, bye.